Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, je vois qu'il y a plein de beaux bonjours dans la discussion. Alors, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je suis la personne qui ne s'appelle pas Bernard Corail, comme vous avez pu le constater. Je me présente, mon nom est Jacinthe Cloutier. Je suis directrice des programmes en sciences de la consommation au premier cycle, donc pour le bac en sciences de la consommation et le certificat en gestion de la relation consommateur. Je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui. Je sais que la pandémie, des fois, on en a ras-le-bol d'en entendre parler, mais je suis contente de voir qu'on est encore tous curieux de voir comment cette pandémie-là va nous affecter dans nos vies et dans nos vies en tant que de consommateurs. Ce webinaire-là, c'est un des premiers qui va avoir lieu pour une longue série dans les prochains mois. Alors, je vous dirais que les prochains seront présentés par des professeurs en sciences de la consommation, comme Bernard et moi-même. Pour ceux qui ne connaissent pas les sciences de la consommation, et je fais une brève explication. En fait, c'est un programme qui est unique et nous, on ne l'utilise pas juste dans un terme marketing, mais on est vraiment unique. Si vous cherchez un programme qui est pareil ailleurs, vous n'en trouverez pas. Euh, notre, notre, euh, notre caractéristique unique, c'est qu'on combine autant les compétences en gestion que les compétences pour améliorer la relation client. Si vous êtes intéressé à faire des études, soit au bac ou au certificat qui, soit dit en passant, est entièrement à distance, vous pouvez me contacter directement. Mes coordonnées vont être à la fin de la présentation. Alors maintenant, je laisse la parole à notre vénérable professeur Corail. Merci Bernard. Merci Jacinthe. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je tenais d'abord, avant de commencer, à vous dire grand merci en fait pour vous être mobilisés en grand nombre. On est pratiquement, on avoisine, je pense, la centaine de personnes pour ce premier webinaire là, qui va porter justement sur le consommateur post-pandémique. C'est ça, comme l'a dit Madame Coultier, en fait, c'est un type de pratique qu'on a eu à mettre en place pour permettre justement au public de voir un peu ce que nous faisons en sciences de la consommation, voir un peu l'étendue, hein, la palette des enjeux en fait liés aux consommateurs que nous abordons. Voilà. Donc, avant de commencer ma présentation aujourd'hui, je tenais à vous dire en fait que je ne suis pas un Nostradamus des temps modernes. Hein. Le but, c'est pas d'être dans la prédiction, là, de vous dire dans 3, 4 mois, voici ce qui va se passer, mais de partir sur la base de certaines intuitions en fait qu'on voit se profiler. Et à partir de ces intuitions-là, essayer de voir justement, est-ce que ce consommateur post-pandémique qu'on nous vend tant, est-ce que ce consommateur-là existe vraiment? Et s'il existe, c'est quoi les grandes caractéristiques en fait de sa figure en tant que consommateur? Voilà, donc grosso modo, ça sera un peu les grands pans en fait de cette présentation-là. Donc, je vais aller rapidement en mode plein écran hein, pour accroître notre expérience de participation. Donc, rapidement, je pense qu'on ne s'en cache pas, hein, la COVID est une crise sans précédent. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'experts en fait qui sont d'avis que depuis la Seconde Guerre mondiale, la COVID-19 constitue l'un des plus grands chocs collectifs en fait, que le monde ait connu, hein, le monde moderne. Et ce, pour plusieurs facteurs. Donc, on va essayer ensemble de voir ces facteurs-là. Et puis, cela va vous amener un peu à comprendre en fait pourquoi est-ce que je fais le lien entre ma présentation et ces différents facteurs-là. Donc, le premier élément, c'est l'imprévisibilité de cette crise-là. Hein. Au début de la crise, hein, tout le monde a été témoin du tollé que cela a créé justement à travers le monde. Il y a à peu près de 5 millions d'entreprises qui ont été affectés par cette crise-là, tout simplement parce que, ben, écoutez, leur site de production était Excuse-moi, basé Bernie, en Chine. de t'interrompre. C'est parce que l'écran est noir de notre côté. Est-ce que tu Oh, sais qu'est-ce qui se désolé. passe? Attendez un instant. C'est sûrement parce que tu as un Mac. Ah, est-ce que là, ça va? Oui, merci OK, beaucoup. je pense que c'est le mode plein écran. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc l'imprévisibilité de cette crise-là, donc près de 5 millions d'entreprises, en fait, ont le cœur même de leur approvisionnement en Chine. Donc, ça crée vraiment un branle-bas total, en fait, dans le monde, en fait, de l'approvisionnement. Nous, au Québec, ici, on a eu quand même une sueur froide, hein, vous vous en rappelez, aux premières heures de la crise, on a eu peur de manquer, en fait, de certains types de produits. Donc, on a vu un peu l'anxiété que cela a créé, justement, dans les épiceries, où on voyait plein de monde qui achetaient plein de produits en fait pour pouvoir les stocker chez eux, hein, pour répondre justement à cette peur-là. On a vu aussi un peu
toutes les questions reliées aux approvisionnements des masques au début de la crise. Donc, tous ces éléments-là, en fait, mettent en saillance un peu cette imprévisibilité. L'autre élément, le caractère inédit. Inédit en ce sens que la crise de la COVID, en fait, est venue attaquer les fondamentaux même de notre nature humaine. Et qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? Tout simplement, comparativement à d'autres crises qui ont eu lieu, en fait, que l'humanité, en fait, a vécues, généralement, vous allez voir que dans les théories évolutionnistes, en fait, en biologie, lorsque des espèces vivantes, en fait, sont exposées, en fait, à un danger, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se recueillir, elles vont développer, en fait, une certaine empathie collective pour résister à cette crise-là. Donc, vous allez voir que lors des événements, des attentats terroristes en France, par exemple, on a vu le peuple français, beaucoup de personnes qui se serraient dans les bras, justement, pour communier, pour essayer, en quelque sorte, d'exorciser, en fait, justement, l'anxiété liée à cette crise-là. Mais avec la COVID, ben, on n'est pas en mesure de le faire. Vous voyez, on vit une crise collective, on a besoin de se tenir dans les bras, de se serrer, mais on nous parle de distanciation sociale, distanciation physique, donc il fait que, naturellement, ce qui fait notre humanité, là, elle est remise en question parce qu'on ne peut pas aller vers l'autre. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment, de par sa manifestation, une crise extrêmement inédite. Un autre élément, en fait, qui vient s'ajouter, en fait, à la spécificité de cette crise de Covid, là, sont l'eau de désinformation. Et c'est pour la première fois dans une crise que l'Organisation mondiale de la santé va, euh, va édicter même un mot, infodémie, en fait, pour traduire un peu cette vague de mauvaises informations, de rumeurs, en fait, accolées justement à cette crise-là. Donc, toutes les théories complotistes qu'on a pu voir, et je crois que récemment, Facebook avait décidé justement d'apposer une notification sur chaque publication, justement, qui abordait en fait la question du vaccin, mais sur des données qui étaient erronées, juste pour essayer d'atténuer en fait cette infodémie-là. Donc, si on continue notre périple, impact social, et puis impact social, on le sait, on a vu à la télévision les statistiques des décès, chaque jour, le nombre de décès de cette crise-là, qui crée une énorme anxiété en fait, chez la population de manière globale. Des impacts économiques aussi graves. Je consultais récemment des statistiques qui disaient justement que le Québec devra amortir pratiquement près de 32 milliards de pertes d'ici 2023 en raison de cette crise-là. Vous voyez, c'est quand même beaucoup d'un point de vue économique. D'un point de vue psychologique, je voyais justement que la plupart des personnes en fait, qui sont inscrites, en fait, c'est quand même une population assez jeune. Donc, les statistiques montrent que, selon un sondage qui a été réalisé, je crois par Léger, si je me trompe, 39,7% des jeunes Canadiens âgés entre 15 et 30 ans affirment avoir une bonne santé, plus ou moins une bonne santé mentale. Donc, vous voyez que plus de la moitié ont été psychologiquement atteints par cette crise-là. Et nous qui sommes spécialistes ou que nous intéressons aux questions reliées à la psychologie du consommateur, cette crise-là, en fait, elle est particulière tout simplement parce qu'elle affecte notre contrôlabilité en tant qu'être humain. Vous allez voir que la notion de contrôlabilité est une notion au cœur des décisions humaines. Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des aides de contrôle. Pour pouvoir fonctionner dans notre environnement, on a besoin d'avoir l'illusion qu'on contrôle tout. Contrôle sur notre santé, contrôle sur notre alimentation, contrôle sur notre corps. Vous voyez, donc le fait d'avoir cette illusion de contrôle-là nous rassure et nous permet de fonctionner correctement dans notre environnement. Et lorsqu'il y a une menace, une crise qui arrive et que cette crise-là met en mal notre contrôlabilité, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on va voir émerger en nous des émotions négatives qui sont un peu ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation. Donc, notre organisme va réagir face à la crise en manifestant en fait une dose d'émotions négatives. Donc, pour certains, c'est la peur, pour d'autres, c'est la colère. Vous voyez un peu? Et ce qui est intéressant, c'est que ces émotions négatives-là, elles ne sont, faut pas les voir uniquement d'un point de vue négatif, il faut les voir aussi d'un point de vue positif parce que l'émotion négative permet à l'individu d'être disposé en fait à adopter des comportements qu'il faut. C'est ce qui explique que justement, pendant la pandémie, les personnes qui étaient les plus anxieuses, généralement, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles suivaient à la lettre, elles suivaient scrupuleusement les mesures édictées par les autorités de santé publique. Et moi, je me rappelle une petite anecdote. J'étais allé magasiner, je crois, dans un centre, dans une épicerie, et puis on a entendu quelqu'un tousser. Tout le monde s'est retourné, distanciation sociale. Vous voyez, donc on se dit qu'en adoptant ce type de comportement-là, on aura tendance à avoir l'illusion de contrôle en fait sur la situation. Donc, si je prends des mesures plus drastiques de distanciation sociale, ben, cela va m'aider justement à ne pas tomber malade. Vous voyez un peu? Donc, généralement, le contrôle, justement, il s'exerce de cette façon-là. Et ce qui est encore intéressant, en fait, avec ce concept de contrôle-là, c'est que face à une situation inédite, généralement, ce que les individus vont faire, ils vont se baser sur ce qu'on appelle, en fait, des réponses dominantes. Donc, les réponses dominantes, c'est quoi? Donc, quand on est exposé à une situation donnée, il y a un comportement qu'on va adopter de manière inconsciente. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas en fait habitués au langage psychologique, à supposer que j'ai une balle dans la main, si je vous la lance, vous allez voir que inconsciemment, vous allez lever les mains.
Tout simplement parce que vous voyez une menace qui arrive, votre cerveau vous dit, la première réaction à avoir, c'est de lever les mains. Donc, réponse dominante. C'est des réponses qui sont apprises, hein, sont des réponses en fait culturellement apprises en fait et qui sont durablement ancrées en nous. Donc, on réagit de cette façon-là de manière inconsciente. Et c'est justement ce côté de réponse dominante qui explique pourquoi, lorsque la pandémie en fait a eu lieu, certaines personnes avaient du mal justement à respecter les mesures barrières. Parce que naturellement, ben, écoutez, quand on est en face d'une crise, on a besoin en fait de se congratuler, on a besoin en fait de se tenir dans la main. C'est ce qui explique que quand vous voyez une personne, votre premier réflexe, c'est de lui tendre la main, sachant bien qu'on est dans une crise de Covid. Un autre élément, ben, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, là, moi, quand j'allais à l'épicerie à chaque fois, j'oubliais mon masque en fait dans la voiture parce que j'ai été conditionné que quand je pars dans une épicerie, je ne dois pas porter le masque. Vous voyez, réponse dominante. Vous voyez, donc si on base notre réflexion sur ces réponses dominantes-là, on peut se poser la question de savoir est-ce que les comportements qu'on a observés tout au long de la COVID, parce que tout au long de la COVID, on nous a dit en fait que la COVID a permis en fait l'émergence d'un consommateur beaucoup plus vertueux, un consommateur qui a appris de ses erreurs, qui a appris de la COVID et qui deviendra pro-social, un consommateur qui sera beaucoup plus porté sur l'environnement. Est-ce que tous ces comportements qu'on nous a décrits, est-ce que ces comportements sont faits pour rester, sont faits pour durer? Mais si on se base justement sur ce que je viens de vous dire par rapport aux réponses dominantes, on dira non, tout simplement parce que l'individu, l'histoire montre que lorsqu'il y a des crises, on est vertueux, et puis lorsque la crise passe, qu'est-ce qui se fait? On revient à nos comportements normaux parce que ben, on est influencé par nos réponses dominantes. Et pour vous donner un simple indice, j'ai fait une petite revue de presse et puis j'étais quand même sidéré de constater que l'engouement que les Québécois avaient pour l'achat local qui s'est manifesté au début de la pandémie, ben, on assiste de plus en plus à une baisse de cette motivation-là. Donc, les consommateurs qui disaient haut et fort, ben, je serai prêt à acheter des produits locaux, je serai prêt à soutenir l'économie locale, on se rend compte qu'ils reviennent de plus en plus vers leurs comportements normaux, c'est-à-dire acheter en se basant sur quoi? Sur le prix comme étant premier élément décisionnel. Vous voyez, réponse dominante, on a été socialisé à acheter en se basant sur le prix. Donc, ça fait que notre naturel, il revient toujours au galop. Autre élément aussi qui est super intéressant, c'est les observations qui ont été faites justement en Chine. Okay? En Chine, il y a un phénomène en fait qui est apparu et qui a consterné en fait le monde de la consommation. Vous le savez, en fait, lorsqu'on veut faire des prédictions, la Chine devient aujourd'hui un proxy, un terrain qu'on utilise généralement pour faire des prédictions par rapport au comportement en fait, des consommateurs. On s'est rendu compte qu'aux premières heures du déconfinement, lors du premier déconfinement, il s'est vendu, le volume d'achat de produits en fait a considérablement augmenté en Chine. Ça veut dire qu'on avait des consommateurs chez eux qui étaient un peu frustrés. Et lorsqu'on a ouvert les magasins, ils sont venus en puissance pour venir acheter des produits. Et il y a une anecdote qui dit justement qu'à Guangzhou, Guangzhou c'est l'une des grandes capitales en fait en Chine, dédiée à tout ce qui est produit de luxe. Il y a une cliente qui a acheté pratiquement près de 141 000 $ d'épicerie, de produits de consommation en une journée. Pour vous dire à quel point il y avait une frénésie à l'achat de produits. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les consommateurs, après le confinement, sont revenus en fait à leur nature, à ce qu'ils savent faire de plus, de mieux, acheter, être dans un monde matérialiste. Vous voyez donc, quand on voit justement ce type de comportement qui profile à l'horizon, on se demande, est-ce que cette notion de consommateur post-pandémique, est-ce que cette notion de consommateur-là existe vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment un consommateur post-pandémique? Ça, c'est la question. Vous voyez, donc si on analyse selon cette perspective-là. Donc, tout ce que je dis, vous pouvez en fait consulter les différents articles à travers le code QR. Donc, je vous ai mis un code QR. Vous pouvez juste le scanner avec votre téléphone. Vous aurez accès à tous ces articles-là pour pouvoir en fait motiver la discussion en fait juste après la présentation. Mais ce qui est intéressant, je vais peut-être être un peu optimiste pour vous dire effectivement, il y a un consommateur post-pandémie qui existe. Sur la base de quoi est-ce que je motive cette décision? Je vais vous emmener un peu dans ce qu'on appelle la théorie en fait économique du signe. Et cette théorie-là, elle est fondamentale pour nous permettre justement de comprendre que bel et bien, il y a un consommateur post-pandémie qui existe. La théorie économique du signe, en fait, a été développée par Nassim Taleb. C'est un économiste statisticien qui est parti d'un constat très simple. Il dit en fait que le monde en général s'est influencé par des signes noirs, c'est-à-dire des événements hautement improbables, mais avec un impact notable sur le cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, au XVIIIe siècle, en fait, les ornithologues, oui, donc les spécialistes en fait, qui étudient les oiseaux, ont fait une découverte très intéressante en Australie. Ils ont découvert en fait que les cygnes pouvaient être noirs, parce que jusqu'à date,
dans la réflexion classique, on a toujours considéré que les signes étaient blancs. Donc, le fait d'avoir découvert un signe noir remettait en question tous les postulats en fait, qu'on avait dans le monde en fait, de l'étude en fait, des oiseaux. Donc, pour amener justement cette explication du signe noir à notre réalité, je vais vous faire une petite mise en contexte. Avant de faire cette présentation-là, je m'étais dit, ben, c'est quoi les risques auxquels je m'expose? Ben, je vais faire une présentation devant plus de 100 personnes. Il se pourrait que ben, mon ordinateur plante. Il se pourrait que ma connexion Internet ne soit pas suffisamment bonne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai anticipé ces risques-là. Donc, j'ai bien chargé mon ordinateur. J'ai vérifié que j'ai payé ma facture en fait de Bell pour ne pas que j'ai une coupure potentielle. Vous voyez un peu. Donc, j'ai anticipé ces risques. Mais ces risques, sont basés sur quoi? Sur quelque chose que je connais. Parce que quand j'entends mes collègues parler lorsqu'ils font des présentations, c'est des risques en fait qui sont probables. Vous voyez, donc j'ai anticipé un risque que je connaissais déjà. Mais imaginez un instant, pendant que je fais cette présentation, là, de l'autre côté de là où j'habite, j'ai mon voisin en fait qui a un chien et ce chien-là me déteste. À chaque fois que j'arrive là, le chien ne fait qu'aboyer. Imaginez un instant que ce chien-là décide aujourd'hui, parce qu'il sait que je suis en présentation devant plein de monde, il décide de traverser la rue, il rentre chez moi et puis il vient me mordre le mollet. Vous voyez? C'est un risque. Et je suis sûr que chez vous, présentement, vous êtes en train de rire pour dire, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? C'est improbable que cela arrive. Mais cela est un risque. Je ne l'ai pas anticipé tout simplement parce que je ne pense pas que ce risque peut arriver. C'est ce que Nassim Taleb appelle le signe noir. Donc, le signe noir, c'est des risques, en fait, qu'on ne considère pas forcément, en fait, qui sont tellement improbables que lorsqu'ils arrivent, ils changent nos façons de voir les choses. Et c'est ce que la COVID, en fait, a créé chez nous. On parle aujourd'hui de nouvelles normalités parce que la COVID est venue influencer les façons de faire. Vous voyez, dans le monde du management, on a vu aujourd'hui que les gestionnaires, en fait, ils ne font plus en fait, de la prédiction à très, très long terme, ils font de la micro-prédiction. Donc, on va prédire pour 1 mois, pour 2 mois, parce qu'on est dans un environnement d'incertitude totale. Vous voyez? Donc, si on entre dans cette perspective, en fait, du signe noir, on comprend donc que la pandémie de la COVID, en fait, nous oblige, en fait, à désapprendre nos comportements habituellement appris et en paramétrer, en fait, de nouveau. Vous voyez? Et puis, ce réformatage, pardon, va affecter grandement en fait, nos comportements sur plusieurs niveaux. Premier élément, dans la façon dont on socialise, dans la façon dont on joue et dans la façon dont on apprend. Regardez un peu tout ce qu'il y a comme aujourd'hui l'enseignement via Zoom. Hein, ça a été une révolution totale. Cette crise nous apprend aussi à vivre avec le risque en permanence. Okay? Nous apprend également une connectivité réinventée. Et puis, cette crise nous permet aussi de donner un autre sens, en fait, à notre nature de consommateur. Vous serez d'avis avec moi que au cœur de cette crise-là, moi, je suis enseignant. C'est vrai que ce que je fais, c'est un métier noble, mais j'ai pris conscience que les infirmiers, les livreurs, ce qu'ils faisaient était plus important que ce que je fais comme enseignant parce que on a vu les travailleurs essentiels. Donc, cette prise de conscience-là a affecté le consommateur et il s'est dit, mais attention, ma manière de consommer, il va falloir que je revoie ça ou plus ou moins la manière dont les consommateurs me proposent, les entreprises pardon, me proposent leur offre de produits, il va falloir qu'on puisse revoir ces façons de faire là. Donc, vous voyez différents éléments qui vont venir affecter en fait notre manière de consommer. Et c'est à travers ces différents éléments-là que notre consommateur post-pandémique va voir le jour. Je tiens à préciser que la pandémie n'a pas forcément affecté notre quantité de consommation. Moi, mon épicerie n'a pas forcément changé. Je ne consomme pas plus d'épicerie parce que c'est la pandémie. Mais par contre, la qualité de mon épicerie, la manière dont cette épicerie est faite a complètement changé. Vous voyez, donc, quand un signe noir apparaît, généralement, ce qu'il va faire, il va affecter la qualité, la manière dont nous consommons. Vous voyez un peu? Donc, c'est plus dans ces manières-là qu'on va voir émerger la figure de ce consommateur post-pandémique. Donc, ces éléments que je viens de vous présenter ont des implications importantes pour le consommateur, mais aussi pour les organisations. Donc, ce sont ces implications-là qu'on va essayer ensemble de voir maintenant. OK? Première implication, besoin plus accru de confiance et de transparence. Il faut le dire, cette crise de la COVID, en fait, est une crise de confiance. Je pense qu'au sortir de cette crise-là, les entreprises seront amenées justement à apporter plus de preuves de confiance à leurs consommateurs, plus de preuves de transparence à leurs consommateurs. Je vais vous donner un exemple très simple de ce qui se passe en Asie présentement. En Asie, surtout à Singapour, il y a plusieurs complexes hôteliers qui se sont regroupés pour créer justement un nouveau label. C'est un label sanitaire. Donc, lorsque vous avez ce label-là, vous démontrez à votre consommateur que vous mettez tout en place pour lui donner une certaine confiance sanitaire. Donc, ça veut dire que les gestes barrières sont assurés, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est distanciation, tous ces éléments-là sont assurés. Vous voyez, donc,
Le consommateur a aujourd'hui besoin de confiance et de transparence. Donc, les entreprises seront amenées justement à lui montrer hein, tous les signaux en fait, qu'elles mettent en place pour lui permettre d'avoir confiance lorsqu'il vient en interaction avec le produit. Ça, c'est un élément fondamental. Et jusqu'à très récemment, quand on pensait au concept de qualité de service, on pensait à l'accueil. Hein. Pour moi, la qualité d'un service, c'est l'accueil, c'est la disponibilité du personnel. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, on va voir que de plus en plus, les dispositions sanitaires viennent comme un critère à part entière en fait, de la qualité du service. Donc, quand je pars dans un endroit, je n'attends pas seulement avoir une qualité de service, avoir un accueil ou la disponibilité du personnel, je m'attends aussi à ce que le complexe hôtelier, par exemple, me montre les signaux qu'ils mettent en place pour assurer ma santé, pour me donner confiance que cet endroit-là, si je suis là, je ne vais pas me ramasser avec des maladies plus tard. Vous voyez, donc ça devient un élément super, super, super important. Un autre élément aussi, c'est la transparence. La transparence. Le consommateur sera de plus en plus regardant de la transparence en fait des produits. Si jusqu'à présent, ce critère de transparence a été un critère assez fragile, laissé à l'appréciation de chaque consommateur, c'est sûr qu'au sortir de la crise, ça va être un critère, je dirais, considérable en fait hein, pour la décision. Le consommateur voudra par exemple que l'entreprise lui dise, vous avez fabriqué un produit, quelles sont les personnes qui ont intervenu dans ce produit-là? Je veux avoir plus de traçabilité. Qui est-ce qui a touché ce produit-là? Est-ce que l'entreprise que vous avez utilisée justement pour fabriquer la matière première, si cette entreprise-là a pris des dispositions sanitaires hein, normalement pour assurer en fait hein, ma santé, moi qui suis le consommateur final. Donc, les entreprises seront amenées justement à faire quoi? À proposer ou à présenter aux consommateurs des éléments de traçabilité, hein, donc beaucoup plus de transparence à ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est un élément qui va affecter considérablement les façons de consommer hein, de nos consommateurs. Un autre élément aussi qui est très important, c'est le développement de contenus axés sur des expériences psychologiques positives. Vous allez voir qu'au sortir de la crise, ce qui va arriver, c'est que les consommateurs seront demandants d'expériences positives. Et quand je dis expériences positives, il ne s'agit pas simplement de faire une publicité où on voit des personnes qui sont très en joie. Non, l'expérience positive doit faire partie du développement de l'offre commerciale. Je vais vous donner un exemple très simple. Pendant cette crise de Covid, en fait, la compagnie Chanel, tout le monde connaît Chanel, c'est une marque de luxe. Ce que Chanel a fait, c'est que durant toute la période en fait, du confinement, ils ont organisé en fait, des concerts, ils ont organisé des réunions artistiques avec plein d'artistes. Ils faisaient des directs sur Instagram pour leurs consommateurs, tout simplement pour leur remonter le moral. Donc, vous allez voir, par exemple, ils vont faire une présentation d'une œuvre artistique. Et cette œuvre artistique-là, elle est basée sur une thématique. Ça peut être la thématique de la joie, la thématique de la résilience, par exemple. Vous voyez? Donc, la marque qui vend des vêtements va sortir de son contexte de vêtements pour proposer une expérience positive parce qu'ils savent que le consommateur qui sort de cette crise-là, il a été énormément déchiré par des émotions négatives, l'anxiété, la peur. Donc, il faut lui redonner confiance, le goût justement de consommer les produits. Et le produit en lui-même, ce n'est plus simplement le produit qu'on consomme, mais on consomme une expérience, en fait, qui vient s'ajouter à ce produit-là. Donc, une expérience positive qui va lui permettre justement de retrouver confiance en lui-même, de retrouver confiance en l'organisation. Vous voyez un peu? Donc, un élément très, très, très important. Je donne un autre exemple. À Québec, il y a une coopérative, en fait, éco-responsable qu'on appelle Nourrir. Pour ceux qui connaissent, là, Nourrir. Ce que Nourrir a fait, c'est que pendant le confinement, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé à leurs bénévoles des images, des activités qu'ils ont eu à faire. Et comme c'est une coopérative qui est axée sur le développement durable, ils montraient à chaque fois des photos de ce qu'ils ont eu à faire avant la pandémie qui a changé la vie de la communauté. Donc, le consommateur qui voit ça, il se dit, écoutez, voici des expériences positives qui nous montrent que en tant que consommateur, on peut changer les choses, on peut améliorer le monde malgré cette pandémie-là. Donc, ça nous donne des émotions positives qui nous amènent en fait à voir la consommation autrement. Donc, un élément indispensable, cette expérience positive que les marques doivent créer au cœur de l'expérience qu'ils donnent aux consommateurs. Donc, si on poursuit encore, une ultra-digitalisation de l'expérience client. Donc, c'est un élément aussi pertinent. S'il y a une chose, en fait, que la pandémie aura contribué à faire, c'est de nous rendre, en fait, des experts en consommation numérique. Je pense que tout le monde sortira de cette crise-là avec une compétence, une littératie numérique très élevée. Aujourd'hui, pendant le confinement, je connais dans mon entourage des personnes qui étaient réfractaires à l'achat en ligne, mais qui étaient obligées de le faire. Donc, on consultait des catalogues. J'ai une amie justement qui a acheté sa maison et 90% de l'expérience client a été faite par visioconférence. Il a visité la maison par visioconférence. Vous voyez, donc, on a eu à développer ce genre de comportement. Donc, aujourd'hui, les marques comprennent que les contacts, ça crée des risques. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement à éviter ces contacts-là?
il faut penser à des modes de digitalisation de l'expérience pour permettre aux consommateurs de vivre l'expérience du produit sans forcément être en contact avec du monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience de consommation, l'expérience client, elle ne commence plus en magasin, elle commence dans le canapé du consommateur, elle commence sur son lit. Donc, l'entreprise doit réfléchir pour voir le parcours du client. Ce parcours du client-là, qu'est-ce que je peux digitaliser pour permettre à mon client de ne pas trop s'en faire, de ne pas être trop exposé à des risques sanitaires. Donc, il est chez lui, il fait son magasinage. Vous allez voir que de plus en plus, il y a des entreprises, par exemple, qui ont commencé justement cette tendance-là. Il y a Amazon, par exemple, qui a lancé son Amazon One. Je pense que c'était un projet qui était en cours, mais qui commence à être bien ficelé. Amazon One, c'est super intéressant parce que vous avez la possibilité de payer avec l'empreinte de votre paume. Donc, il n'y a aucun contact. Vous avez le terminal de paiement qui est là. Vous présentez votre paume comme ça. Il y a un lecteur optique qui reconnaît l'empreinte de votre paume. Le paiement, il est fait. Vous voyez, donc, c'est des technologies qui arrivent de plus en plus pour limiter les contacts, en fait. Monoprix, en France, ce qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils permettent aux consommateurs d'acheter leurs produits avec leur téléphone cellulaire. Donc, vous avez une application, vous scannez le produit, vous faites votre paiement et vous en allez pour éviter que vous ayez des contacts avec des gens à la caisse. Vous voyez un peu? Autant d'expériences, en fait, qui deviennent le cœur, justement, de la demande, en fait, du consommateur post-pandémique. Je vais encore plus loin avec mes exemples. Il y a des applications dans le domaine justement de la construction immobilière, de plus en plus, de nouvelles applications qui sont en train de se développer. Quand je parle de digitalisation, ce sont des ascenseurs connectés. Donc, vous arrivez devant votre ascenseur, l'ascenseur reconnaît votre voix et vous conduit directement à votre appartement pour éviter les contacts. Donc, vous arrivez là, bonjour, moi c'est Bernard. Quand je vous dis Bernard, l'ascenseur reconnaît votre voix, vous entrez automatiquement, vous habitez au 10e, l'ascenseur va vous déposer au 10e. Donc, plus personne ne monte dans l'ascenseur, c'est vous uniquement au 10e. Vous voyez, donc, des stratégies sont mises en place pour éviter, en fait, les contacts entre les clients. Vous voyez un peu? Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et il y a des entreprises présentement qui sont en train de réfléchir à une façon, justement, de numériser ou de digitaliser l'expérience de leur magasin. Donc, un peu comme un Google Street, le consommateur chez lui à la maison, il a la possibilité d'entrer dans le magasin via son ordinateur. Il voit en temps réel ce qui se passe dans le magasin, il commande ses produits. Vous voyez un peu, donc ça fait que je suis moins en contact avec des gens, mais tout se fait de manière digitale. Vous voyez, voici une figure encore de notre consommateur post-pandémique. Un autre élément aussi super intéressant, et je pense que ça va être en fait un argument décisif pour permettre justement de différencier les entreprises sur ce segment de la consommation post-pandémique, là, c'est une plus grande quête de sens dans l'interaction du consommateur aux organisations. Cette crise, en fait, nous a permis, en tant que consommateurs, de remettre en cause l'utilité des marques. Le consommateur, aujourd'hui, il ne veut pas simplement une marque qui donne de l'argent pour soutenir une cause. Il veut que la marque s'implique réellement dans la cause. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez me dire, en fait, que ça existe déjà, des entreprises qui sont impliquées dans leur communauté. Mais on va à un niveau un peu plus loin. Je vais vous expliquer avec des exemples pour que vous compreniez. Pendant la crise, Burger King s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de ses consommateurs qui adoraient ces Whoppers. Ils se sont dit, mais attention, on a des consommateurs qui sont sinistrés émotionnellement. On va essayer de leur faire plaisir. On va rendre un peu leur journée un peu plus positive. On va leur donner les recettes de notre Whopper. On va les rendre publics. Et nos consommateurs pourront les concevoir chez eux à la maison pour pouvoir le manger. Vous allez me dire que c'est un petit geste, mais un petit geste qui a un impact considérable, en fait, sur le consommateur. Le consommateur a la richesse de ce type d'entreprise-là qui va s'investir, en fait, pour la cause. Vous voyez? Et tout à l'heure, j'ai parlé d'expérience positive, mais en le faisant, c'est une expérience positive que la marque donne aux consommateurs. La compagnie de jeux pour enfants Lego a fait la même chose. Lego a rendu disponible des applications de jeux, en fait, pour les mères à la maison avec leurs enfants. C'est-à-dire, l'enfant à la maison, on est en télétravail, mais pourquoi ne pas leur donner, en fait, des applications où l'enfant pourrait s'amuser? Donc, vous allez sur le site Internet, vous tapez et l'enfant a accès à une multitude de possibilités de jeux. Il peut jouer tranquillement pendant que vous êtes en télétravail. Vous voyez? C'est un effort de guerre. J'appelle ça comme ça l'effort de guerre que la marque met à la disposition de son consommateur. Vous voyez? Donc, le consommateur ici, il a la richesse de ce type d'entreprise-là qui démontre son utilité sociale, non pas simplement pour vendre un produit, mais pour consoler le consommateur, pour montrer au consommateur que je suis avec toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi dans cette crise-là. Et pour terminer, je prends l'exemple en fait de Nike. Nike a rendu également son application en fait de training, son application de training à la maison gratuite. Vous voyez, ils ont une application où vous devez payer normalement pour faire de la musculation à la maison, pour faire du sport. Ils l'ont rendu gratuit. Ils ont créé un slogan
je crois, Living, si je ne me trompe pas, là, ben, ils ont créé un slogan justement pour pouvoir matérialiser cela. Donc, l'application, pendant une longue période, elle était gratuite. Donc, n'importe qui pouvait avoir accès à cette application-là et faire le sport à la maison. Parce qu'ils ont compris justement que la pandémie vient avec des questions d'obésité, la pandémie vient aussi avec des questions de sédentarité, donc des maladies en fait qui sont liées au fait qu'on soit trop sédentaire. Donc, comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à améliorer le bien-être du consommateur en période post-pandémie, en période pandémique, pardon. Vous voyez un peu, donc, ils ont réfléchi à cette approche-là et vous allez voir que ces marques-là, elles sortent gagnantes parce que le consommateur est à la recherche de sens. Il sort d'une pandémie où il a remis en cause plein de choses. Il veut voir le rôle même social, le rôle, je dirais, humaniste en fait des marques. Vous voyez un peu, donc c'est un argument qui commence à devenir de plus en plus présent. Donc, si on continue justement, et autre élément aussi que j'avais oublié, cette relation humaniste dont je parle, elle n'est pas uniquement dirigée vers le consommateur, elle est aussi dirigée vers les employés même des entreprises. Et vous allez voir que ce que je viens de vous présenter, en fait, c'est une innovation en fait que les entreprises sont en train de s'approprier. C'est un tapis de sport utilisé aussi pour pouvoir travailler. Donc, en d'autres termes, l'employé au travail, il est devant son écran, il travaille, il fait du sport en même temps. Donc, voici des entreprises qui vont acheter ce type d'innovation-là pour permettre à leurs consommateurs, à leurs employés, en étant au travail, de faire du sport. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'offre commerciale, mais on montre au consommateur qu'on a une prédisposition pour lui. On tient compte de son stress, on tient compte de ses envies en tant qu'employé. On essaie de le mettre dans une disposition positive. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment de nouvelles tendances, en fait, qui commencent à émerger. Donc, si on continue justement dans ce raisonnement-là, voici 3 points que je vais aborder et puis je vais terminer là-dessus. L'autre élément aussi qui caractérise en fait l'émergence de notre consommateur, c'est la recherche de simplicité et d'efficacité. Le consommateur post-pandémique, ce sera un consommateur qui sera à la recherche d'une grande simplicité dans la consommation des produits et une grande efficacité dans la consommation de ces produits-là. Vous vous souvenez sûrement, hein, quand on a eu le déconfinement, moi j'adore en fait acheter des senteurs. Donc, très souvent, je pars à Bath & Body. Mais je vous assure que quand j'arrive là, ils sont tellement gentils, là, les dames sont gentilles, mais vous avez une file d'attente de pratiquement 30 à 45 minutes. Et c'est vraiment exaspérant. Et je me dis, si je dois me mettre pendant 30-40 minutes à attendre pour aller acheter juste 25 $ de senteur, ça craint. Et le consommateur aujourd'hui n'est plus prêt à faire ce type de sacrifice. Il veut consommer son produit dans la simplicité et dans l'efficacité. Et pour traduire cette idée-là, j'aime toujours prendre l'exemple en fait des magasins Nordstrom. Nordstrom, en fait, dans leur stratégie, ils ont décidé justement d'ouvrir le maximum de boutiques. Donc, leur philosophie, c'est que chaque consommateur ait pratiquement un Nordstrom près du lieu où il habite. Et ce qui est intéressant avec le modèle d'affaires du Nordstrom, c'est que les boutiques qu'ils ouvrent, ce n'est pas des boutiques où ils ont des inventaires de produits, c'est des boutiques où on ne vend aucun produit. En d'autres termes, les boutiques servent simplement à faciliter l'expérience de consommation. Donc, en d'autres termes, vous commandez un produit sur Nordstrom, votre produit vous est livré dans le Nordstrom, dans la boutique Nordstrom la plus proche de chez vous. Vous allez là, vous récupérez votre bien. Si vous n'êtes pas content, vous voulez le retourner, vous allez à la même boutique, vous le déposez. Si vous achetez le produit, que vous voyez que la tenue que vous avez achetée ne vous fait pas, au lieu de vous déplacer, appeler le service clientèle, vous allez à la boutique Nordstrom, vous avez un tailleur là qui va vous ajuster votre vêtement. Ils le font pourquoi? Simplement en fait pour faciliter l'expérience du consommateur. Ce n'est pas des boutiques où on vend des produits, c'est simplement des boutiques où on facilite en fait l'expérience de consommation à notre consommateur. Vous voyez un peu donc, je pense qu'après la pandémie, les entreprises devront justement modeler leur design managérial justement pour créer plus de simplicité, plus d'efficacité au consommateur. Il ne veut plus ce qui est trop long, il veut ce qui est simple et ce qui va lui permettre justement de consommer son produit plus rapidement et d'éviter au maximum les risques de contagion, les risques sanitaires. Vous voyez un peu? Voilà. Autre élément aussi super intéressant, c'est le chevauchement considérable entre la vie privée et la vie publique. Beaucoup de consommateurs, beaucoup de gens comme moi ont été étonnés de voir que pendant la pandémie, le Québec a connu l'un des plus grands booms immobiliers, ce qui est incompréhensible. Mais lorsque vous voulez analyser sur une perspective consommateur, vous comprenez simplement qu'aujourd'hui, la valeur qu'on donne à une maison, cette valeur a changé. La maison n'est plus le lieu où on habite. La maison est une garderie. Votre maison est votre lieu de travail. Donc, le consommateur aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie publique. Tout se réalise au même moment.
Donc, en d'autres termes, pendant que je vous fais une présentation Zoom, ma maison, l'environnement qui m'entoure est une projection de qui je suis. Donc, je vous donne une information de qui je suis à travers, en fait, l'environnement que vous voyez. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est tendance de cooking, tout ce qui est tendance d'aménagement intérieur va prendre beaucoup de dessus parce qu'on sera amené quand même pendant longtemps, parce que c'est une nouvelle pratique qu'on a eue, travailler, faire du télétravail, et je ne pense pas que ça va changer. Ça va quand même continuer après la pandémie. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que cette vision en fait, du consommateur qui voit sa maison avec une triple fonction, cette vision-là va continuer à demeurer. Et finalement, une virtualisation des expériences de consommation. Et ce qui est super intéressant avec cette crise-là, c'est qu'on a vu apparaître de nouveaux modèles de consommation. Exemple, on a vu dans le domaine artistique, dans le domaine de la culture, on a vu beaucoup de concerts qui se font en ligne aujourd'hui, beaucoup de concerts. Et je pense que c'est des tendances en fait qui vont rester parce que ça a permis justement de créer une nouvelle catégorie de consommateurs. N'oubliez pas que selon les projections qui ont été faites, il y a de fortes chances qu'on vive une crise économique juste après cette pandémie-là. Donc, ça suppose que les budgets des consommateurs seront resserrés. On va mettre moins d'argent dans nos loisirs. Donc, moi, en tant que consommateur, ça me plairait justement d'assister à un concert chez moi à la maison avec la même expérience que quelqu'un qui est sur place physiquement. Mais si on me permet de payer un moins de coût pour assister à un concert en ligne, je serai partant. Donc, ça suppose qu'aujourd'hui, il y a des applications, il y a des développements qui sont en train d'être faits pour essayer avec la réalité augmentée, pour permettre de créer une expérience qui va permettre au consommateur, bien qu'il soit chez lui à la maison, de vivre des émotions comme s'il y était physiquement. Vous voyez un peu, parce qu'on constate que ça va créer en fait un nouveau marché. Ça va créer un nouveau marché et peut-être qu'on aura des consommateurs qui seront peut-être plus sensibles à ce mode de consommation-là après la pandémie. Voilà, donc je n'ai pas voulu être trop long. Donc voici un peu quelques éléments, quelques caractéristiques de la figure de ce consommateur que je voulais vous présenter. Et on pourra en discuter possiblement si vous avez des questions et tout ça. Et puis, voilà, sentez-vous libre. Vous avez toutes nos informations ici. Bernard Coraï, Jacinthe Cloutier, si vous avez des questions à poser par rapport à notre programmation de la consommation, vous avez toutes nos informations pour nous contacter et puis nous fera plaisir justement de continuer la discussion avec vous. Voilà. Merci à tout le monde pour votre attention. Et si vous avez des questions, il me ferait plaisir en fait d'y répondre du mieux de mes capacités. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Bernard. Je vais procéder à la gestion des questions et toi, tu t'occupes des réponses. Est-ce que c'est correct, ça? Okay. Donc, j'invite les gens qui ont des questions. Tantôt, j'ai vu une personne lever la main. Utilisez plutôt la section Q et R de questions et réponses, finalement, puis je vais délivrer les questions pour vous. Donc, on a Émilie-Rose Couture qui pose la question. Pensez-vous que l'engouement pour l'achat local restera ou va diminuer tranquillement pour reprendre les anciennes habitudes d'achat? OK, super bonne question. Je pense que je ne vais pas répondre de manière, je vais dire, très coulée dans le béton, là, mais je dirais que oui, la tendance de l'achat local va se poursuivre à une condition. Qu'en plus simplement de l'argument local, on pousse le consommateur à voir effectivement que le produit qu'il achète est un produit local, effectivement. Donc, en d'autres termes, donner au consommateur en fait plus d'éléments de traçabilité. Quand vous dites à un consommateur que le produit que je vends, c'est un produit local, ça ne suffit pas en fait à le convaincre. C'est quoi les preuves qui prouvent que ce produit est local? C'est quoi les producteurs en fait qui ont travaillé sur ce produit-là? Est-ce que ce produit-là, est-ce qu'il est local à 40% ou est-ce qu'il est local à 80%? Vous voyez, donc, on sera amené justement, le consommateur sera amené justement à demander un peu plus de transparence pour pouvoir croire à ce discours local-là. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il ne faudrait pas qu'on se le cache, l'argument économique reste encore une barrière importante. Et dans l'esprit des consommateurs, acheter local, ça revient toujours cher. Donc, je pense que l'une des stratégies de promotion qu'on peut mettre en avant, c'est de montrer aussi qu'il y a des produits qui peuvent être locaux sans forcément coûter cher. Je pense que la communication doit être axée sur ces éléments-là pour essayer de déconstruire les mauvaises perceptions qu'on a que lorsqu'on pense à un produit local, ça coûte forcément cher. Vous voyez un peu? Donc, il y a un travail justement à faire à ce niveau. Je pense que si ces deux actions-là sont menées concomitamment, je pense que la tendance qu'on observe, elle risque quand même de se maintenir, elle risque quand même d'augmenter et elle risque de ne pas mourir en fait. C'est mon point de vue là-dessus. J'espère que je réponds à votre question.
Merci Bernard. Émilie Rose, si jamais tu veux réagir à la réponse de Bernie, je t'invite à utiliser la section Q&R. On a une question d'Olivier Ouellette. Est-ce qu'il y a encore une place pour le magasin physique malgré le transfert vers l'achat digital que l'on observe? Si oui, quelle sera son utilisation dans l'expérience du consommateur global? Super, super bonne question, hein. Merci à vous, Olivier, pour votre question. Moi, je pense personnellement, je pense que c'est amené à rester. Parce que qu'on le veuille ou pas, une expérience, c'est à la fois virtuel. On a besoin aussi, on est des êtres humains, on a été conditionnés à aller vers les autres, à avoir du contact. Donc, je pense que l'avantage en fait du physique va demeurer, mais ça sera un physique où on sera là pour conseiller le client, on sera là justement pour lui montrer que, en plus de l'expérience virtuelle qu'il vit, il y a des personnes au bout de la ligne qui vont apporter aussi une expérience psychologique positive. Vous voyez un peu, donc, je pense que dans la dimension expérience psychologique positive, le rôle de l'humain va jouer un rôle, va être quand même déterminant, en fait. Vous voyez un peu, donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Merci Bernard. On a Monsieur Rigaud Bricmont qui veut ajouter un élément dans ta réponse. Oui. Il dit qu'il y a aussi le phénomène d'acheter local et celui de recourir aux plateformes. Est-ce que tu veux rebondir sur ce commentaire? OK, mais est-ce qu'il peut être un peu plus explicite? C'est une contribution ou c'est plus une question d'explication? Donc, je ne sais pas s'il peut être un peu plus explicite, en fait, peut-être dans la question qu'il veut aborder. Oui, alors je l'invite à nous écrire dans dans la section Q&R. Pour l'instant, on a Mouna qui demande si la pandémie va accélérer significativement la tendance vers le développement durable. Euh, Moi, je le vois comme un paysage, en fait, où on a différents types de consommateurs. Je pense que, oui, beaucoup de consommateurs qui manifestent aujourd'hui un intérêt positif pour le développement durable, je pense que cette tendance-là, on va sentir un essoufflement lorsqu'on va on va sortir de la pandémie, les gens vont retourner à leurs habitudes. Par contre, pour le type de consommateur qui avait déjà une prédisposition avant la pandémie, je pense que ça va beaucoup plus s'accroître. Donc, je le vois comme ça. Je ne le vois pas comme une tendance globale, comme une tendance homogène, mais je le verrai comme plusieurs types de segments qu'on pourrait voir, hein, au regard en fait, de cette disposition écologique-là. Donc, des gens peut-être qui le font juste parce que ben, on n'a pas le choix. Là, il faut être vertueux. Quand on sort de la pandémie, ils vont perdre leur comportement. On a certains aussi qui ont peut-être développé déjà une prédisposition positive vers ce type de façon de faire. La pandémie va venir justement accroître encore ce désir de faire plus pour la planète. Donc, vous voyez, on aura différents segments en fait sur le marché de ce type-là. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Merci Bernard. Il y a M. Rigaud Bricmont qui disait d'oublier son commentaire que d'autres participants y avaient songé. Alors, merci M. Okay. Rigaud Bricmont. Merci Béni. Nous avons Gisabelle Toulouse-Davidson qui demande, vous parlez à maintes reprises de l'humanisme des entreprises en ces temps tumultueux. Je me demande, est-ce que cette effervescence envers les pratiques responsables a une certaine limite? En ce sens, si plusieurs entreprises mettent en œuvre des actions vers le bien-être, cette nouvelle norme aura-t-elle, au fur et à mesure, besoin d'impact? Aura-t-elle moins d'impact? OK. Mais c'est une super bonne question, Isabelle. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation. Ce qu'on va observer, c'est des entreprises en fait, qui vont utiliser cet argument-là juste dans une perspective commerciale. Et on aura d'autres entreprises qui vont l'utiliser comme étant une philosophie de gestion. Je pense que celles qui vont l'utiliser comme étant une philosophie de gestion, comme un élément clé de l'expérience de consommation qu'ils proposent, il sera difficile en fait de pouvoir les imiter. Et je pense qu'il y aura en fait justement un marché sur ce créneau-là. Vous voyez, un peu comme on fait de l'éco-blanchiment, il y a des entreprises, par exemple, une entreprise comme Cascade qui pendant longtemps a fait du développement durable en fait une philosophie de gestion ancrée dans tout ce qu'elle fait comme pratique. Il est difficile justement de copier le modèle Cascade. Et vous avez d'autres entreprises en fait qui font juste du développement durable pour le faire. Et ces entreprises-là, le consommateur, il n'est pas dupe. Il finit facilement en fait par s'en rendre compte. Donc je pense que ça ne va pas tuer en fait le fait que toutes les entreprises aillent vers cet argument commercial-là ne va pas mousser la tendance, mais au contraire,
ça va permettre en fait de révéler ceux qui le font bien et ceux qui le font mal. Je le vois comme ça. Merci beaucoup. On a maintenant Justine Maltais-Proulx, étudiante à la maîtrise en sciences de la consommation, en lien avec la valeur supérieure accordée à la maison et au foyer. Entrevoyez-vous une recrudescence des valeurs domestiques traditionnelles chez les consommateurs? Valeur domestique traditionnelle, qu'est-ce que vous entendez par valeur domestique traditionnelle? Ben, je ne peux pas vraiment lui demander à sa place. Je ne peux pas répondre à Ok. sa place. C'est ça, c'est ce que je ne On sais pas. Qu'est-ce va, qu'on entend par valeur domestique traditionnelle, en fait? on va prendre une autre question, puis peut-être qu'elle va OK, pendant que tu veux, OK, nous donner des d'accord. détails. Alors, Alexia nous dit un gros merci pour la présentation. C'est très intéressant. En effet, j'ai bien aimé moi aussi. Question, comment pensez-vous que les organisations devront s'acclimater au retour progressif au bureau? Ça fait 1 an et plus pour la majorité que nous sommes en télétravail. Et moi, je rajouterais un petit bonhomme sourire, un petit bonhomme triste à ça. Nous avons donc adapté notre quotidien pour s'ajuster face aux changements que la crise a apportés. Est-ce que les organisations doivent s'attendre à être plus flexibles pour est-ce les employés qui devront oups, ou est-ce les employés qui devront reprendre les habitudes pré-pandémie? Est-ce Ben, moi, que, en fait, je crois qu'il y a une suite ici. Est-ce que les organisations doivent s'attendre à être plus flexibles ou est-ce les employés qui devront reprendre les habitudes pré-pandémie? moi, je pense qu'on parle de nouvelle normalité, hein. Je pense qu'on on embrasse une ère où on comprend que les façons de faire au sein des entreprises, les façons de travailler, comme je l'ai dit dans la présentation, ont changé. Donc, il va appartenir justement aux entreprises de s'adapter justement à ces modes de flexibilité-là. Donc, je pense que c'est aux entreprises justement de proposer, peut-être ça va être des modes de travail en alternance, où on propose à l'employé, OK, si une semaine, peut-être ce serait mieux, peut-être que tu travailles peut-être 3 jours de chez toi, 2 jours au bureau. Donc, des modalités de flexibilité. Parce que, comme on le veut ou pas, hein, les résultats le montrent, la productivité de certaines entreprises ont augmenté pendant la pandémie, alors qu'on travaillait à la maison. Donc, si la productivité est un élément, un critère important pour nous, ben, il va falloir être flexible. Donc, permettre aux consommateurs, permettre à l'employé, en fait, peut-être de travailler 2, 3 jours chez lui, 2 jours, en fait, au travail. Donc, je pense qu'il y a des modes alternatifs comme ça de management qui vont éclore. Voilà, je pense que c'est comme ça que je le vois, en fait. Voilà. Merci, Bernie. On a Marie-Claude maintenant qui nous demande est-ce que la consommation en ligne peut amener à une certaine isolation du consommateur? Ah, une super bonne question. C'est difficile pour moi. C'est sûr que la question est très philosophique. Là, est-ce que je vous dirais oui, non? Euh, pour ceux qui n'avaient pas de vie sociale, là, ben, écoutez, ça va encore plus isoler. Mais pour ceux qui ont une vie sociale, quand on sort de là, ben, la consommation numérique, mais on a aussi une vie active comme individu. Donc, je ne pourrais pas vraiment me situer là. Je vous dirais oui, non. Ça va dépendre en fait des caractéristiques de l'individu, de sa personnalité, qui il était avant la pandémie, ce genre de choses en fait. Voilà. Je pense que J'ai pas oui. une Je pense question, que vraiment une le. réponse Oh, coulée dans le excuse-moi, béton. maman. Je t'ai coupé, vas-y, dis-le. Répète ce que Non, tu je viens de disais dire. que j'ai pas une réponse coulée dans le béton là. Je pourrais vous dire oui, comme non. Tout va dépendre en fait de l'individu. Voilà. Toi, est-ce que tu te sens plus isolé ou tu te sens bien? Bonne question. Je pense que moi, non, je ne me sens pas isolé. Je me sens pas isolé. Ben, parce que n'oubliez pas aussi qu'on a, en tant qu'être humain, on a un génie de création. Hein. On s'adapte aux situations. Et c'est ce qui fait la beauté, la différence de l'être humain par rapport aux autres espèces. C'est qu'on a une capacité en fait à nous adapter à un environnement. Donc, il y a une crise qui arrive. Je vois qu'elle affecte en fait ma sociabilité. Ce que je fais, c'est que je vais réinventer en fait des façons pour être sociable. Donc, voilà. Merci, Bernard. Nous avons maintenant une question de Mouna. Comment l'expérience de consommation en centre d'achat va être modifiée? Est-ce la mort des centres d'achat ou juste une transformation? Ben, une transformation, je dirais, pas la mort des centres d'achat, qu'on le veuille ou pas. Parce que n'oubliez pas que dans nos sociétés, hein, je dis nos sociétés bon, en Occident, matérialistes de manière générale, le centre d'achat, ce n'est pas uniquement un lieu où on va juste acheter un bien. Le centre d'achat a une fonction sociologique, anthropologique qui est très, 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 très présente. C'est pourquoi vous allez voir que quand on s'ennuie, on se dit, ben, je vais pas au centre d'achat, je vais voir des visages nouveaux et puis ça va me permettre en fait d'atténuer ma colère. Vous voyez un peu, donc ça fait que je pense que cet élément-là va rester toujours. Les centres commerciaux vont rester, ne vont pas mourir, mais peut-être qu'on va essayer de mieux digitaliser
pour éviter, parce qu'il y a quand même des craintes, on a peur hein, d'une résurgence, en fait, d'une autre pandémie, ce genre de choses. Et puis, on est dans un siècle, qu'on le veuille ou pas, on est dans un monde aujourd'hui. Hein, les sociologues, en fait, nous parlent de l'ère des crises. Hein, on est dans une société du risque. Voilà, donc les risques, ben, on va les vivre au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va faire en tant que consommateur, on va essayer d'adopter des comportements qui vont essayer d'aménuiser, en fait, certains risques, donc les risques sanitaires. Donc, peut-être qu'on va aller moins au contact des gens, mais le centre commercial en tant que lieu de repos, lieu de bien-être psychologique, il va rester. Donc, je pense que les centres commerciaux sont là pour rester. Voilà. Il y aura toujours des gens qui vont préférer les centres d'achat à n'importe Ouais, quel autre c'est site. ça. Je fais juste Et penser à ma effectivement. mère, elle ne mettra jamais son numéro de carte de crédit sur un site, là. Donc, les achats en ligne pour elle, c'est non. On a maintenant une question de Laurence de Kaiba Conseil. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Pensez-vous que les regroupements de commerce, les grandes surfaces et les centres commerciaux verront leur achalandage augmenter, diminuer ou rester plutôt égal? Bonne question. Hein, ça, c'est vraiment me projeter là. Il y a plein de facteurs en fait qui affectent. Je ne pense pas que c'est la sortie en fait du confinement qui va augmenter en fait forcément les ventes là. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour pouvoir motiver une réponse hein, par rapport à votre question. Ça va dépendre aussi du type d'expérience que vous proposez. Est-ce que l'expérience que vous proposez est une expérience qui sied à notre consommateur? Si oui, ben c'est sûr qu'il va peut-être vouloir acheter plus. Si l'expérience que vous proposez, elle est moindre, tout à l'heure, je l'ai dit, on a un consommateur qui voit sa littératie numérique augmenter pendant la pandémie. Donc, quand il sort de là, ben, il a des attentes en termes numériques. Si vous n'êtes pas en mesure de les satisfaire, c'est sûr que ben, l'achalandage, vos chiffres vont baisser. Donc, il y a vraiment un ensemble de facteurs en fait, qui vont affecter. Ce n'est pas uniquement la sortie du contexte pandémique qui augmente ou qui diminue, mais il y a des facteurs aussi exogènes autour de cette sortie-là qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc c'est comme ça que je me prononce là-dessus. C'est difficile de répondre un oui ou un non à Ouais. une telle question vraiment pertinente. Je prendrai la dernière intervention de Justine qui vient parler de quand je dis valeur domestique ou valeur OK. traditionnelle, elle entend un retour aux souches de la part du consommateur. Un exemple de cela pourrait être pour une personne de davantage se définir par son rôle dans sa famille. Aussi, ce OK. pourrait être de s'accomplir dans les comportements que l'on adopte pour prendre soin de son foyer. Un autre exemple pourrait être la philosophie de la simplicité volontaire. OK. Là, j'arrive vraiment à mieux comprendre. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec l'intervenante. Oui, pour moi, je pense que ça va accroître aussi certains rôles en fait au sein des familles. Parce que, comme je dis, hein, j'ai fait moi une petite analyse en fait, bon, je dirais pas, qui n'est pas très objective forcément, là, une petite analyse anthropologique. Hein. J'ai des amis en fait mariés qui vivent en fait voilà, à la maison. Et puis je leur demandais, mais qu'est-ce que la pandémie a changé? Ils me disaient justement, moi, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de mes enfants, de ma famille. Je n'avais pas assez de temps pour eux. Et puis, j'ai trouvé, comme si j'avais redécouvert un sens au fait d'être un homme à la maison. Donc, vous voyez un peu, donc je trouve que si je me base justement sur ces observations-là, c'est sûr qu'après la pandémie, on va trouver des gens peut-être euh, qui vont être beaucoup plus demandants de rester un peu plus avec leur famille. Donc, les entreprises devront s'ajuster justement à ces nouvelles demandes-là. Au père qui veut rester plus à la maison avec ses enfants, à la mère aussi qui veut profiter en fait de sa famille, ce genre de choses-là. Et je suis entièrement d'accord en fait avec cette position-là que l'intervenante adopte. Voilà. Micro. Micro. Un, deux, trois tests. Pendant que j'annonçais la dernière question, il y a Mouna qui en a posé une. Est-ce que Bernard, tu acceptes sa question? OK, il n'y a pas de problème. Alors, Mouna, est-ce que la pandémie va scinder de plus en plus les générations en lien avec les habitudes de consommation, les jeunes versus les moins jeunes, de façon irrémédiable? Irrémédiable, je ne dirais pas. Par contre, je trouve qu'avec la pandémie, on a observé quand même une certaine homogénéisation dans certaines façons de faire. OK? J'en tiens justement l'adhésion pour tout ce qui est achat local. Il y a une étude que nous menons présentement où, relativement en fait, à l'achat de produits en ligne, on s'est rendu compte que justement pendant la pandémie, pardon, on a observé en fait des hausses d'achat de produits alimentaires en ligne chez toutes les générations.
Après la pandémie, on a observé un déclin, mais les tendances se sont maintenues chez la population de plus de 65 ans, de 65 ans et plus. Ce qui veut dire que c'est des gens, en fait, qui, avant, peut-être, n'achetaient pas forcément en ligne, là, mais aujourd'hui, ont découvert cela et ils commencent aussi à acheter comme les autres tranches. Donc, on voit apparaître un genre d'homogénéisation du comportement pour certains types, hein, d'habitudes. C'est sûr que pour d'autres types d'habitudes, ben, c'est sûr qu'il va y avoir forcément des différences là, mais je ne pense pas que les différences seront si grandes pour expliquer qu'il y ait une cassure complètement irrémédiable. Voilà. Merci Bernard. Il était 29. Est-ce qu'on prend une dernière question? Une toute petite. OK. De Gisabelle qui a l'air d'avoir des très bonnes questions. OK, Isabelle. Alors, la période pré-pandémie avait comme objectif premier la création d'expériences exceptionnelles, à la fois réelles, virtuelles, rêveries fantasmiques. Aujourd'hui, à votre avis, la création d'expériences est tributaire de quels aspects? Très bonne question. La création d'expériences, je pense principalement est tributaire en fait je dirais, de valeurs plus instrumentales. Qu'est-ce que j'entends par valeur plus instrumentale? Tout à l'heure, j'ai parlé de recherche de simplicité, recherche d'efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expérience que les gens ont créée, que les entreprises ont créée pour le consommateur, doit prendre corps autour de ces deux éléments-là. OK? L'expérience sanitaire, la recherche d'efficacité et la recherche de simplicité. Donc, ce n'est plus une expérience juste pour en mettre plein la vue au consommateur, mais en quoi est-ce que l'expérience que vous créez me permet en fait une simplicité dans la consommation du produit? En quoi est-ce que l'expérience que vous créez me permet d'être plus compétent en tant que consommateur dans l'expérience en fait que vous créez pour moi? Vous voyez un peu? Je pense que l'expérience va être réorientée vers des attributs qui sont beaucoup plus objectifs, beaucoup plus instrumentaux, je vais dire. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup, Bernard. J'espère que ça a bien répondu à toutes les questions. Est-ce que tu voulais donner un petit mot de la fin à tout le monde? Ben, je vous dis merci. En fait, c'était une première tentative qu'on a essayé justement en période pandémique. Il faut profiter de l'occasion pour maintenir le contact aussi avec un public, nos étudiants, mais aussi un public forcément qui ne nous connaît pas, hein, qui entend parler de sciences de la consommation sans forcément savoir en fait ce qu'on fait complètement en sciences de la consommation. Donc, c'était justement un webinaire pour vous présenter un peu ce que nous faisons, c'est quoi les enjeux en fait qu'on touche dans cette formation-là. Et j'ose espérer, ou nous osons espérer, en fait, tout le corps enseignant, que c'est une pratique qui commence et qui va se perpétuer. Et puis, on aura aussi l'occasion, justement, de vous revoir lors de nos prochaines présentations. Et puis, n'hésitez surtout pas, hein, je pense que c'est le point central, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'informations à donner, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent entreprendre, en fait, une formation universitaire, curieux, hein, qui sont peut-être curieux en fait des choses en lien avec la consommation, n'hésitez pas, on est là. Et puis posez-nous des questions jusqu'à ce que moi s'en suive. Hein. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présence à tout le monde. Bonne journée.